Le président du conseil régional accompagne les communes du Nord Grande-Terre. Il a réaffirmé le soutien financier de la collectivité sur plusieurs chantiers, des projets qui visent prioritairement à faire revivre les centres-villes de ces communes. Les sargasses pourraient bien faire leur retour d'ici 2 semaines selon l'ARS. Les équipes sont sur le qui-vive et élaborent un plan de défense, un guide de bonnes pratiques de collecte distribué aux villes susceptibles d'être impactées. 4 mois qu'ils n'ont pas reçu leur salaire et qu'ils attendent toujours des réponses. Les stagiaires de l'école de la deuxième chance du Moule sont mobilisés depuis 2 jours. Sont-ils laissés pour compte? Le reportage d'Anne-Elisabeth et de Moïse Dexter sont à venir. Et puis aujourd'hui, c'était au tour des petits Lamentinois de parader dans les rues de la commune. Un défilé haut en couleurs que vous verrez à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Le président de la région, Harry Chalus, s'est rendu aujourd'hui dans le Nord Grande-Terre, dans les communes de Petit Canal et d'Anse-Bertrand. Une visite de terrain consacrée aux projets majeurs de la commune qui nécessitent le soutien financier du conseil régional. Il s'agit surtout de programmes qui visent à redonner de la vitalité au centre-ville. Reportage Yvan Lemar. À Petit Canal, plus de 510 000 € ont été investis pour l'enfouissement du réseau électrique, la réfection de l'enrobé et des accotements de la commune. Il s'agissait aujourd'hui de voir dans un premier temps à quel niveau étaient les travaux opérés déjà et engagés par nos services dans l'enfouissement du réseau dans le bourg. Et par la suite, la région va passer pour le revêtement de la chaussée et pour la réalisation des trottoirs. Il faut savoir que les trottoirs réalisés vont permettre le déplacement de personnes à mobilité réduite et ce sera aussi, je dirais, une amélioration dans le bien-être de la population. À Anse-Bertrand, une séance de travail a permis de préciser plusieurs accompagnements régionaux. Nous avons pu apprécier que le président accepte par exemple de nous accompagner sur la revitalisation du centre-bourg pour refaire les trottoirs du bourg, pour rénover la mairie, pour résorber également les dents creuses et sur d'autres opérations comme un plateau sportif dans le groupe scolaire de Macaï. Également, une opération très importante, c'est la construction d'une route d'accès sur la plage de l'Anscola qui va permettre d'amorcer le développement touristique de la commune. Et aussi, une surprise qui nous a annoncé, c'est de mettre une casquette sur la tribune du stade Lilian Thuram. Donc vous voyez, tous ces investissements sont importants pour nous et vont certainement impulser un nouveau dynamisme pour le développement de la commune de Anse-Bertrand. Pour Anse-Bertrand, 800 000 € seront investis dans le cadre du programme d'aide aux communes et 400 000 € dans le cadre du FEDER. Depuis quand même 1 an et demi, nous faisons la tournée des communes. En 2017, c'est 34 millions que nous avons accompagné les 20 communes de Guadeloupe. Au moment où la Martinique, avec un budget de 1 milliard, mais 11 millions. Il nous reste actuellement une dizaine de communes à voir cette année et que nous allons accompagner. Aujourd'hui, c'est Anse-Bertrand et une petite visite à Petit Canal, comme nous l'avions dit, 1 fois, 2 fois par mois, et accompagner les maires à mener à bien leurs projets. La prochaine visite de terrain dans le cadre du programme d'aide aux communes est prévue le 19 février à Basse-Terre. Autre jet de cette visite, l'amélioration de l'habitat. En effet, la collectivité peut venir en aide à ceux qui rencontrent des problèmes pour réhabiliter leur maison. Il s'agit du dispositif d'aide régionale de solidarité en faveur de l'amélioration de l'habitat. Un coup de pouce plafonné à 10 000 € par foyer. Un budget global que vient d'augmenter le président de la région. Le détail avec Yvan Lemar. Pour ce nouveau plan régional de l'amélioration de l'habitat 2018-2021, le budget global sera de 10 millions d'euros. C'est 10 millions que nous avons mis en 2018. En 2017, c'était 5 millions. Et nous avons voulu augmenter le nombre d'améliorations de l'habitat. C'est 10 millions pour accompagner le plus grand nombre de familles, pour ranger Casayo, aider yo. Et je vous le dis franchement, nous aurons un suivi drastique sur cela. Pour la mise en œuvre de ce plan, une nouvelle organisation a été mise en place. On va proposer une palette plus large de services aux bénéficiaires. Un exemple, on va associer l'amélioration de l'habitat et le chauffe-eau solaire.
Donc on a une convention signée déjà avec l'EDF. Ensuite, on va améliorer aussi le suivi des dossiers. Donc on va créer une plateforme d'information sur Internet qui permettra aux intéressés de mieux connaître ce dispositif. Il va pouvoir aller sur la plateforme, découvrir ce dispositif, mais aussi faire une simulation. Donc d'emblée, il saura s'il est éligible ou pas. On va prendre un prestataire qui ira sur le terrain, qui va évaluer les travaux après avoir déposé le dossier. Donc il va évaluer les travaux et estimer le montant, la nature et le montant des travaux. Et ensuite, ça passera en commission. Et puis sur le plan juridique aussi, on devra améliorer ce dispositif. Pour l'instant, on travaille avec une dizaine d'opérateurs sur toute la Guadeloupe. Et donc notre but, c'est d'augmenter le nombre d'opérateurs. Donc qui dit augmenter le nombre d'opérateurs, donc on va aussi augmenter le nombre d'artisans. Cette aide est désormais plafonnée à 15 000 € pour les moins de 65 ans, 20 000 € pour les plus de 65 ans et les handicapés, avec une majoration de 20% pour les îles du Sud. Avec ce nouveau plan, 1900 Guadeloupéens pourraient bénéficier de cette mesure. Elle pourrait bien de nouveau échouer sur nos plages d'ici même 2 semaines, selon l'Agence régionale de santé. Les sargasses seront probablement de retour. Cette année, la mission sargasse conduite par le sous-préfet de Pointe-à-Pitre se rend dans plusieurs villes balnéaires pour mettre au point un protocole de ramassage des algues brunes. La première étape a eu lieu aujourd'hui sur la plage de Saint-Félix à Gosier. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Lutter contre l'échouage de ces algues sur nos côtes, c'est l'objectif de cette mission Sargasse, réalisée sur le territoire de la Carle, sous l'égide du sous-préfet. Le but de cette mission, c'est de venir sur le terrain pour s'assurer que les communes sont prêtes et qu'elles ont pris les dispositions pour permettre l'enlèvement des sargasses qui vont s'échouer sur le rivage. On a constaté aujourd'hui, à l'occasion de ce déplacement sur la Riviera, que la communauté d'agglomération avait déjà bien travaillé sur le sujet et qu'elle avait pris des dispositions préventives pour permettre cet enlèvement et être prête au moment où les échouages allaient arriver. Nous sommes prêts parce que nous avons un prestataire qui intervient pour nous. Donc à ce niveau-là, nous sommes prêts. Est-ce suffisant ? Ça dépendra de l'importance de l'arrivée des sargasses. Manifestement, je crois que l'État devra aussi nous accompagner, mais l'enveloppe qui est annoncée aujourd'hui est de 500 000 €, mais pas pour la Carle, pour toute la Guadeloupe. Et surtout, cette enveloppe est destinée spécifiquement à l'acquisition de matériel pour les communes, pour le nettoyage quotidien au niveau des plages. Publié toutes les semaines par la DEAL, le bulletin de veille satellitaire permet de repérer les masses de sargasses en pleine mer. On se charge d'identifier les masses de sargasses au large et tenter de prévenir leur arrivée sur les côtes. Donc en cas d'identification de masses assez larges, de grands radeaux de sargasses à proximité des côtes, dans les 50 km on va dire, ou les 100 km des côtes, il y a un bureau d'études aussi qui fait un travail de modélisation et qui prévoit les trajectoires en fonction des vents et des courants. Donc ça nous amène à déclencher parfois des alertes. Donc ça c'est sous forme de bulletins qui sont publiés sur le site de la DEAL régulièrement et qui sont consultables par tous. Pour le moment c'est plutôt le sud de l'arc antillais qui est touché. Il y a des bancs qui arrivent vers la Guadeloupe, notamment un banc assez allongé, mais dont on ne connaît pas forcément la densité. Donc on sait qu'il est long, on ne sait pas s'il y a beaucoup d'algues dedans. Il fait plusieurs dizaines de kilomètres de long et il se rapproche progressivement de la Guadeloupe. Donc ça sera vraisemblablement, si c'est un banc de sargasses très dense, les Saintes, Marie-Galante qui seront touchés parmi les premiers. Une masse massive de sargasses de plusieurs dizaines de kilomètres de long a donc déjà été repérée non loin de nos côtes. Cette masse devrait atteindre le rivage d'ici les prochains jours. Cédric Cornet est-il, oui ou non, coupable d'atteinte sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans? C'est demain que l'ancien conseiller régional sera fixé sur son sort, lui qui récuse toute accusation. Le ministère public a requis 2 ans de prison avec sursis, un suivi judiciaire de 5 ans et une inscription au fichier des délinquants sexuels. 3 ans après le crash du vol d'Air Asia au large de l'Indonésie, la famille du pilote martiniquais Rémi Pleuzel attend toujours la vérité sur la responsabilité de l'accident. La mère et la fille du pilote, qui accusent le constructeur Airbus et son sous-traitant d'homicide involontaire, ont introduit une requête dans ce sens. Une demande rejetée par le tribunal de grande instance de Paris aujourd'hui. Une grande déception pour la famille engagée dans cette longue et pénible procédure judiciaire depuis 3 ans. On écoute d'ailleurs la mère du pilote. Je suis très choquée de voir en l'Indonésie nous prendre pour des gros venants. On connaît un peu
On n'est pas trop des imbéciles. On comprend tout ce qui veut se faire. Mais on va poursuivre jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous voulez, vous, exactement? Je veux la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans ça. La question, c'est les investigations qui devaient être faites. L'ont-elles été, notamment chez Airbus, puisqu'on a la preuve maintenant qu'une pièce défectueuse est en leur possession, et sur cela, ils ne répondent pas. Et je trouve ça profondément choquant. Nous avons demandé donc un acte important au terme de cette instruction, c'est-à-dire de se rendre sur les lieux, de se transporter sur les lieux, et ensuite de saisir la pièce défectueuse qui est actuellement chez Airbus. Donc nous attendons, et comme dit Mme Blaisel, nous irons jusqu'au bout. Et nous restons à Paris où de grosses chutes de neige ont provoqué de sévères perturbations au niveau des transports en commun. De nombreux retards ont été signalés sur les lignes de train, ce qui sème aussi la pagaille dans les aéroports. Retour sur une journée tendue à l'aéroport d'Orly avec Solène Boissé. Paris tout vêtu de blanc, une image qui fait rêver. Mais quand il s'agit de prendre les transports en commun, elle se transforme en cauchemar. André avait pourtant anticipé d'éventuels retards en partant très tôt ce matin de Toulon, ce qui ne l'a pas empêché de vivre un voyage chaotique. Je suis parti à 6h des bananes pour arriver à 13h30 au lieu de 10h30. Je pense qu'il y a eu 2 trains d'annulés et pendant 2 heures, il y a eu un arrêt suite à des intempéries en fin de la route, du trajet. Fort heureusement, arrivé à Orly, elle a vu un temps en retard. Pour Katia, en revanche, toute cette neige a été une aubaine. La préfecture de Paris avait déconseillé aux usagers de prendre la voiture ce mercredi. Cette originaire de Beaufort n'a pas suivi la consigne, alors elle a pu profiter d'une route particulièrement dégagée. J'avais compté à peu près 2 heures de trajet et en fait il n'y avait pas un chat sur le périph' et c'était juste trop bien, une balade bucolique, personne. Alors on est arrivé Saint-Denis-Orly en 20 minutes, donc pour une fois, la neige, merci. Pour ceux qui viennent tout juste d'atterrir, le contraste est flagrant. Malgré les soucis de correspondance et la longue attente pour rejoindre sa destination finale, Charles est conquis par les paysages enneigés. C'est très drôle, c'est une belle différence avec ce qu'on a laissé aux Antilles. Ouais. C'est la première fois que je vois autant de neige en une fois. Les prévisions météo n'annoncent pas de neige pour ce jeudi et prévoient même le retour du soleil, longtemps disparu de la capitale. Le trafic routier et les transports en commun devraient donc reprendre normalement. La Fédération de santé de la CGTG présentait ce matin le bilan de ses activités, des conclusions mitigées. Son mot d'ordre cette année, lancer une contre-offensive à l'encontre des réformes qui ont, selon elle, participé à déconstruire l'esprit syndical. Philippe Belair, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération. On le sait, les récentes réformes sont destinées à changer l'état d'esprit du Code du travail. Mais en quoi celles-ci ont affaibli le feu syndical ? Les réformes, en fait, ont affaibli, ont précarisé les travailleurs. Mais d'autres réformes, plus précisément sur la question de l'organisation et la représentativité des organisations syndicales, ce sont ces réformes-là qui ont, je ne dirais pas affaibli, mais en tout cas déconstruit l'esprit que nous avons connu de l'offensive syndicale en tant que mission sociale que nous avons, nous, organisations sociales, depuis plus de 100 ans. Vous avez le sentiment d'être aujourd'hui des fonctionnaires, finalement, du syndicalisme ? Pas des fonctionnaires, mais des technocrates. Hein. On nous impulse vers cette modalité de fonctionnement qui n'est pas dans la tradition purement syndicale. On a envie d'en savoir plus, d'avoir des détails. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'avant qu'un syndicaliste avait la liberté d'initiative dans son offensive, dans ses propositions, un syndicaliste avait une colonne vertébrale idéologique. Il fut un temps, aujourd'hui... Une colonne vertébrale idéologique, et ça, c'est le gouvernement qui sera responsable ? Non, je n'ai pas dit que c'est le gouvernement qui est responsable, c'est le système. Nous sommes dans un système, ce qu'on appelle la mondialisation, ou le néolibéralisme, si vous voulez, plus précisément, qui déconstruit toutes les conquêtes sociales, justement, dues aux organisations syndicales par le passé. Vous étiez en 2009 près de 900 membres au niveau de la fédération, vous en avez perdu au moins 300. Est-ce que finalement les syndicats n'ont pas eux aussi déçu leurs adhérents ? Non, ce n'est pas de cette manière qu'il faut voir les choses.
Nous voyons les choses autrement. Pour nous, il y a une chose à ne pas négliger, c'est la puissance de frappe de nos adversaires. Ce que nous appelons la capacité de nuire de nos adversaires, qui est, là, il faut que nous le reconnaissions, qui est beaucoup plus puissante que la nôtre. Idéologiquement et financièrement, en termes de moyens, notre adversaire, le patronat, mais le système même en lui-même, sur le plan idéologique, a des moyens très puissants, conduisant les travailleurs à se laisser aller, à ne pas être dans le militantisme, comme ce fut le cas. Mais ce n'est pas seulement les organisations syndicales qui sont concernées, les organisations politiques aussi, les organisations associatives. Aujourd'hui, les associations ont du mal, il ne faut pas croire. Regardez la moyenne d'âge des administrateurs d'associations, c'est inquiétant. Les gens ont peur de s'investir parce qu'il y a une judiciarisation de la responsabilité des membres. Je veux dire qu'il y a un certain nombre de choses qui créent, de facteurs qui créent un contexte de peur de l'investissement personnel dans la vie sociale comme nous avons connu il y a encore quelques années. Ou un manque de motivation aussi, tout simplement. La motivation, elle vient du contexte, de l'environnement où on est. C'est encore une autre lecture. Philippe Belair, vous avez l'intention de contre-attaquer de façon concrète, par quels moyens? Nous sommes affiliés à la Fédération syndicale mondiale. Donc, sur le plan international, nous avons des relations qui nous permettent de nous affirmer sur le plan syndical, d'une part, et sur le plan local, en tant que nous sommes affiliés à la Confédération générale du travail, et sur le plan national, nous sommes en coopération permanente avec nos camarades de la CGT France. Quelle stratégie avez-vous l'intention de mettre en place pour déconstruire justement cet esprit, ce feu qu'on essaie d'éteindre? Pour nous, notre analyse, il faut sortir de ce tétanie dans laquelle on nous a enfermés, où on prétend que les organisations syndicales ont une certaine place. Non, nous disons non. Nous avons fait la preuve, en tout cas nos prédécesseurs ont fait la preuve par le passé. Les organisations syndicales ont leur place sur la place publique, tout simplement, et c'est nous et nous seuls qui devons définir ce que nous avons à faire, ce n'est pas les autres. Quels sont les dossiers, si on doit parler au niveau local, qui vous préoccupent en ce moment? Alors, notre fédération couvre plusieurs secteurs. Le secteur social, médico-social, donc les EHPAD, les MAS, et la santé privée, les cliniques, et la santé publique. Alors, en termes de santé publique ou privée, c'est la question du plan régional de santé qui est en train d'être élaboré. Cette question-là, on la surveille de près, on travaille, on élabore des propositions pour l'ARS, et on demande aussi à l'ARS d'en tenir compte. Nos militants dans les hôpitaux et dans les cliniques sont dans la proposition aussi. Sur le plan du médico-social, les EHPAD, c'est une problématique qui restait cachée jusqu'alors. Il y a eu un mouvement national à laquelle nous n'avons pas pu participer il y a une dizaine de jours, mardi dernier. Les camarades de la CGT France sont dans notre congrès et on se prépare ensemble à un mouvement aussi large d'ici une quinzaine de jours, parce que les EHPAD, c'est une vraie problématique dans la mesure où nous avons une population qui vieillit et nous avons une prise en charge qui est réduite pour des raisons financières. Et ça nous préoccupe énormément. C'est un chantier, un grand chantier. Philippe Belair, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous en parlerons certainement prochainement sur notre antenne de ce problème de l'EHPAD. Depuis 4 mois, les élèves de l'école de la deuxième chance du Moule n'ont pas reçu leur salaire. Mobilisés depuis hier, ils attendent toujours des réponses, à savoir quand seront-ils payés. Le reportage est signé Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter. Une deuxième chance à l'école, c'est le contrat que ces jeunes ont passé avec la structure régionale chargée d'assurer leur apprentissage. Yasmine, mornalienne en formation d'auxiliaire de vie aux familles, attend toujours sa rémunération et le début de sa formation. J'ai décidé de me remettre sur le droit chemin, on dira. Et, voilà. Donc l'école de la deuxième chance, pour moi, c'est une porte qui s'est ouverte et ça a été l'occasion inespérée, quoi.
Ça me dégoûte un petit peu puisque je vois que je suis en pleine phase où je recommence à aller à l'école, etc. J'ai l'envie, j'ai un projet professionnel et c'est pas cohérent parce que moi en fait ça fait 4 mois que je suis ici, donc 4 mois que je n'ai pas été rémunérée, je dois me débrouiller par mes propres moyens pour venir. Ce qui est dur, c'est de voir que ça fait un mois que ma formation aurait dû commencer et qu'aujourd'hui elle n'a pas commencé par rapport à des conventions qui n'ont pas été signées, qui n'ont pas été faites dans les délais impartis et tout ça, ça nous cause problème puisque à l'heure d'aujourd'hui, nous on ne sait plus où on en est. Donc ça déstabilise les jeunes qui étaient venus motivés pour ressortir d'ici avec un diplôme, ben, à l'heure d'aujourd'hui, ils ne viennent plus. Pour Emmaël, cette formation à l'école de la deuxième chance devait être un tremplin pour la poursuite de son projet professionnel. J'ai pas de diplôme en fait, mais beaucoup d'expérience. Donc j'ai dit que je vais passer un diplôme pour pouvoir rentrer à l'école de commerce en France. Donc voilà. Pour le moment, ma formation n'a pas commencé. Donc je suis arrivé ici, ça fait 4 mois environ. Et on fait une remise à niveau depuis 4 mois. Addition, soustraction, multiplication. On ne sait pas encore quand est-ce que ça commence. On nous dit que ça va commencer la semaine prochaine, mais voilà, ça se repousse et au final, ben, notre projet, ben, on le met de côté, quoi. Je suis un peu découragé. Mais quand même, bon, je suis venu ici, personne ne m'a forcé à venir ici. Si je suis venu ici, c'est que je veux évoluer, je veux obtenir quelque chose. Donc j'essaie de faire le maximum pour quand même garder le mental pour venir tous les jours, même si l'argent ne suit pas. Une plateforme de revendication a d'ores et déjà été transmise à l'UGTG afin de sensibiliser l'ensemble de la population avec l'appui du syndicat et ainsi trouver rapidement une issue à cette mobilisation. Restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous verrons séance de travail autour du danger que représentent les seringues usagées utilisées par les personnes diabétiques. Et puis ambiance plus détendue avec le carnaval des enfants à La Manta. Elles ne font pas même bon ménage avec les déchets domestiques. Les seringues utilisées par les diabétiques sont encore trop souvent jetées dans les poubelles ordinaires. Objets perforants, elles peuvent représenter un danger de contamination pour les personnes chargées de les récolter. Ainsi, pour inciter les malades à se procurer les poubelles spécifiques données dans les pharmacies, une séance de travail était organisée aujourd'hui par l'Agence nationale de collecte, la Diastrie, avec les acteurs relais à la Chambre régionale du Rézé. Reportage Karen Diam. 4 ans après son lancement, le dispositif des boîtes à aiguilles a permis de récolter près de 39% des déchets perforants. Des perforants, donc des déchets de soins perforants, étaient retrouvés dans les déchets ménagers et causaient des accidents. Donc c'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité mettre en place un dispositif spécifique entièrement financé par les industries de santé et donc proposé gratuitement aux patients en autotraitement, ayant vocation à sortir ces déchets du circuit des déchets ménagers. En Guadeloupe, 17 000 patients sont concernés par ce dispositif, disponible dans les 150 pharmacies de l'archipel. Pour les patients donc, qui se soignent à leur domicile et qui produisent des déchets qu'on qualifie de perforants, c'est-à-dire des seringues, des stylos insuline, des lancettes, bref, des dispositifs médicaux qui sont susceptibles, s'ils ne sont pas collectés et traités correctement, de causer des accidents dans la collecte des déchets ménagers, notamment pour les agents qui collectent ou qui trient ce type de déchets. Prochaine étape, mutualiser l'ensemble des actions et tenter de récolter entre 60 et 80% des déchets perforants de la Guadeloupe. Aujourd'hui, autour de la table, nous trouvons les associations de patients qui sont les bénéficiaires de ce dispositif, mais aussi les collectivités locales qui communiquent sur ce dispositif et qui emploient souvent les agents qui sont amenés à collecter et à traiter ces déchets, mais aussi les services de l'État qui sont concernés, notamment les services de santé comme l'Agence régionale de santé, ainsi que les professionnels de santé. Les pharmaciens sont la clé de voûte de ce dispositif. Ils sont donc présents à cette réunion. Ainsi que divers acteurs susceptibles d'être concernés par le sujet. À l'échelle nationale, 77% de ces déchets ont pu être traités en 2016, outre-mer inclus. Et hier, le monde entier célébrait la journée sans téléphone portable, en tout cas a tenté de le faire. Il faut dire que cet outil est devenu incontournable, créant pour certains une réelle dépendance. Reportage Loïc Régis. Ils sont partout.
Dans la rue, les voitures, salons de coiffure, les téléphones portables sont des objets du quotidien. Décrocher de son mobile pour certains, c'est hors de question. Comme des millions d'utilisateurs sur Terre, les Martiniquais ne dérogent pas à cette addiction. Là, c'est devenu une dépendance, donc il faut calmer ça. C'est le réveil, c'est le quotidien, c'est devenu un problème, on va dire maintenant. Si tu n'as pas ton téléphone, tu es perdu. Ça prend une grande partie dans ta vie forcément, parce que moi je suis du genre à écouter beaucoup la musique. Ça te permet de rester connecté par rapport à l'actualité, tout ça. Grâce à mon téléphone, je reçois beaucoup d'actualité. Une journée sans portable, c'est inimaginable. Alors voir 3 jours. Non, c'est impossible. Nous sommes en 2018, il faut qu'on arrête les bêtises là, toi. Internet, WhatsApp. Enfin, moi je suis très basket, donc du coup pour aller voir les actualités du basket, mais c'est impossible. C'est 4 jours, mais vous êtes fous, c'est l'Amérique. On a l'impression de retourner à l'âge de pierre. Ça va pas être possible. Maintenant que je ne travaille plus, donc j'ai tout mon temps et je réalise que je suis en permanence sur le portable. Accro. Donc accro. À la limite, on va dire ça. Selon des spécialistes, il existe des liens avérés entre les ondes des téléphones et certaines maladies. Même si on y pense parfois, l'utilisation régulière de ces objets ne diminue pas pour autant. On sait qu'il y a des risques, mais au final, on l'utilise tout de même. Il faudrait que la prévention de la santé l'emporte légèrement dessus sur l'utilisation quotidienne, mais ça reste quand même avant tout un outil dont on peut plus s'en passer maintenant. Depuis 2001, l'écrivain français Philippe Marsollier invite des milliers d'usagers à repenser leur rapport au téléphone portable, une sorte de détox digital, parfois difficile à mettre en application. Eh oui, difficile de s'en passer. En Guyane, il y a quelques semaines, un nouveau lieu de coworking a ouvert ses portes dans le centre de Cayenne. Un espace de travail et un outil de développement pour les associations et pour les porteurs de projets. Une bouffée d'oxygène pour ces derniers. Reportage Jonathan Lariot. Dans chaque coin de la pièce, à chaque table, se tiennent des réunions de travail. Dans les locaux du premier espace de coworking de Guyane, l'ambiance est open space. Et parmi les entrepreneurs présents, il y a Audrey. Cette jeune chef d'entreprise ne dispose pas de locaux professionnels. À la maison, je suis tentée de faire toute autre chose à chaque fois et de me laisser distraire. Alors que là, ça fait un cadre beaucoup plus défini et ça contient un petit peu le fait qu'on ne fait pas autre chose. Et ça permet aussi des rencontres. Loin de s'enfermer dans un bureau pour vaquer à plusieurs heures de travail quotidiennes, ici les entrepreneurs trouvent le contenu de tout local professionnel. Ça permet de travailler dans un espace où on a une connexion Internet, où il y a des équipements dédiés et où il y a des personnes qui ont les mêmes besoins que tout entrepreneur, quoi. On se sent aussi peut-être moins contraint parce qu'on peut passer de l'espace de travail à l'extérieur avec une ambiance un peu plus posée, cosy aussi si on a envie de faire un break. Enfin voilà, du coup il y a le côté convivial qui a aussi son importance. À la tête de la structure, Mathieu Barre, pour qui travailler rime avec bien-être. Par rapport, on va dire, à des habitudes qu'on peut avoir de travailler chez soi, donc on va être seul, peut-être avec une difficulté de séparer le côté maison du côté travail. Là, il y a une vraie césure. On se retrouve dans un espace de travail. Alors, c'est un espace en open space partagé, mais on est vraiment dans une ambiance de travail. Il y a une photocopieuse, il y a une secrétaire à l'accueil. On est vraiment en mode, il y a le Wi-Fi, on est en mode vraiment travail, mais on est dans un mode de travail paisible. On peut, il y a un espace pour des soins énergétiques, donc on peut aller faire un soin énergétique, on peut manger végétarien entre midi et 2. Donc, on reste dans cette notion de bien-être, mais au travail. En plus de travailler, les entrepreneurs ont aussi le choix de se détendre sur place, avec de la méditation ou encore en prenant le temps de déguster un menu équilibré avant de retourner à son affaire. Et retour en Guadeloupe, cet après-midi, c'était au tour des petits Lamantinois de défiler dans les rues de la commune sous le regard émerveillé des parents. Karen Diama a également succombé à leur charme. On regarde. Ce matin, une centaine d'enfants déguisés a envahi les rues de Lamentin.
Un moment festif que les 9 écoles primaires et maternelles ont pu partager tous ensemble. Comme chaque année, la Caisse des écoles tient donc à marquer cette période de carnaval en permettant à tous les enfants qui sont inscrits au temps périscolarité, qui sont donc aussi des récipiendaires de la cantine, de défiler pour marquer cette période carnavalesque. Pour cette nouvelle édition, aucun thème n'aura été imposé aux jeunes carnavaliers. Non, nous avons préféré laisser le choix à chaque école, à chaque groupe de définir donc son thème. Vous avez vu qu'il y avait le Maroc qui était représenté, il y avait l'Inde, il y avait un petit peu de tout. Après une courte parade dans les rues de la ville, le carnaval des enfants s'est achevé au stade du Lamentin. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Nos confrères de Nouvelle Semaine font leur une demain sur les transports avec cette question: pourquoi ça n'avance pas? Demain, ce sera au tour des habitants des Abîmes de Goyave de faire des réserves d'eau. Des coupures sont prévues chez eux, chez vous, dès 18h avec un retour à la normale le lendemain à 6h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'Hyper Casino de Desmarais à Basse-Terre. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 7 février. Nous l'avons vu ce soir, le président du conseil régional qui accompagne les communes du Nord Grande Terre en visite de terrain dans la région. Il a réaffirmé son soutien financier dans plusieurs projets, notamment ceux qui visent à faire revivre les centres-villes. Et les sargasses pourraient bien faire leur retour d'ici 2 semaines, selon l'Agence régionale de santé. Les équipes sont sur le qui-vive et élaborent un plan de défense, un guide de bonnes pratiques de collecte distribué aux villes susceptibles d'être impactées. Et puis 4 mois qui n'ont pas perçu leur salaire et qu'ils attendent toujours des réponses. Les stagiaires de l'école de la deuxième chance du Moule sont mobilisés depuis 2 jours. Ils se sentent abandonnés. Et puis c'était au tour des petits Lamentinois de parader dans les rues de la commune aujourd'hui. Un défilé haut en couleurs que vous avez pu admirer, tout comme leurs parents à la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h47.